Christophe Galfard, bonjour. Vous publiez un livre qui a pour titre L'univers à portée de main aux éditions Flammarion. Alors, vous êtes un scientifique. Vous avez travaillé avec quelqu'un qui occupe une place extraordinaire aujourd'hui dans le monde scientifique, qui est Stephen Hawking. Et vous étiez avec lui pendant près de 8 ans, ou peut-être plus de 8 ans. Et je dois dire que forcément, on a pour vous déjà une extraordinaire admiration parce que vous avez travaillé auprès d'un des plus grands scientifiques contemporains. J'ai une chance extraordinaire, c'est vrai. Stephen Hawking, c'est un petit peu l'emblème de la science d'aujourd'hui, de la recherche d'aujourd'hui, de la puissance de l'esprit humain, finalement. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on est avec Stephen Hawking? Il dirige vos travaux, il corrige des copies, il donne ses idées? Alors, Comment ça se il passe? corrige pas vraiment des copies, mais en tout cas, il était mon directeur de thèse de doctorat. Donc déjà, c'est lui qui a choisi, avec mon accord évidemment, le sujet de ma thèse Qui et était? justement sur les trous noirs et l'origine de l'univers, des sujets qui lui sont chers. Peut-être une des différences lorsqu'on travaille ou qu'on a la chance de travailler avec quelqu'un comme lui, c'est que les petits sujets ne l'intéressent absolument pas. Ce qui ne veut pas dire que ça rend la vie des étudiants plus simple, mais au contraire, il veut immédiatement aller dans l'inconnu, dans le mystère, dans la recherche fondamentale d'aujourd'hui. Bah oui, mais alors sur les trous noirs, on reviendra probablement sur le sujet dans un instant. On a l'impression qu'on est un petit peu dans le noir, enfin, ce qui serait le cas de le dire. Enfin, en tout cas, avec ce livre, vous avez essayé, dans ce livre tout noir, l'univers à portée de main. C'est la couleur de l'univers. Quand je regarde au plus loin, c'est noir, c'est forcément noir d'ailleurs. Alors ça dépend, si vous regardez une étoile par exemple, c'est brillant. Oui. Maintenant, au-delà des étoiles, si vous allez suffisamment loin, parce que voir loin, c'est voir tôt, vous allez pouvoir voir un endroit dans le passé de notre univers où les étoiles n'étaient pas encore nées. À l'époque, si vous y aviez été à l'époque, c'était un endroit extrêmement brillant. Il faisait 3000 degrés partout. 3000 degrés, c'est de la lumière qu'on peut voir avec nos yeux. Mais avec le temps, avec les 13 milliards et demi d'années qui se sont écoulées depuis, cette température s'est diluée et elle fait aujourd'hui environ moins 270 degrés et ça, à nos yeux, c'est complètement noir. C'est noir, mais au début, évidemment, ça devait être particulièrement brillant. Alors, ce qui est arrivé, c'était le Big Bang. Il n'y avait pas grand-chose. C'était tout petit, d'après ce qu'on peut savoir. Et puis, ça a explosé et c'est devenu très grand. C'est notre univers. D'une certaine manière, c'est ça. Lorsque vous regardez les étoiles avec un télescope, vous pouvez commencer par regarder les étoiles qui sont autour de nous. Ensuite, vous allez voir que à un moment, ça s'arrête. Que nous faisons partie d'une sorte de petit îlot d'étoiles dans l'univers. Et cet îlot, ça s'appelle une galaxie. Et notre galaxie a un nom, c'est celui de Voie lactée. Mais des galaxies, il y en a d'autres. Et vous pouvez les regarder. Et il y en a de plus en plus loin. Et au bout d'un moment, en allant super loin, vous allez vous rendre compte que les galaxies les plus lointaines s'éloignent de nous extrêmement vite. Tout s'éloigne de nous. Quelle que soit la direction dans laquelle vous allez regarder, les galaxies s'en vont. Quand vous voyez ça, vous vous dites que dans le passé, elles étaient donc plus proches. C'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que notre univers a commencé, était tout petit lors du Big Bang. Mais ce tout petit, c'est notre univers visible. C'est tout ce que nous pouvons voir dans notre univers qui était de plus en plus petit en remontant le temps et qui a donné le Big Bang. Pour refaire le film ensuite à l'endroit, on part effectivement d'un endroit tout petit qui gonfle et qui devient l'univers qu'on connaît aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé dans votre livre quelque chose qui m'a amusé, si je puis dire. C'est que notre univers, contrairement peut-être à une idée reçue, serait peut-être fini. Alors c'est celui qu'on voit une fois de plus, c'est l'univers visible, celui qu'on arrive à apercevoir grâce à la lumière. Dès qu'on part de l'idée que notre univers a une histoire et donc peut-être un début, eh ben, il n'est pas éternel. Et s'il n'est pas éternel, la lumière a commencé à se propager il y a un certain temps. Pas il y a un temps infini, il y a un certain temps. Donc elle n'a pu faire qu'une certaine distance dans l'univers. Cette distance-là, c'est la limite de ce qu'on peut voir, c'est notre horizon cosmique, c'est la fin de notre univers visible. Alors, dans votre livre, un très grand nombre de découvertes pour ceux qui auront la joie de le lire, parce que c'est véritablement une grande joie et un émerveillement. Il y a, par exemple, des notions qu'on connaît mal, les univers parallèles. Qu'est-ce que c'est que les univers parallèles?
on vit dans un univers que vous venez de nous décrire, avec des constellations qui s'éloignent les unes des autres, et un univers que finalement, qui est relativement borné. Alors, il y aurait d'autres univers qui seraient là, au-delà de ces barrières-là, ou peut-être à l'intérieur d'une autre. Exact, ça peut paraître farfelu comme ça, l'idée d'avoir à introduire un autre univers, voire d'autres univers au pluriel. Et pourtant, c'est des idées qui sont prises extrêmement au sérieux par des scientifiques pour répondre à des problèmes qu'on voit dans le monde dans lequel on habite, qu'on voit des problèmes quasi expérimentaux. Je vais vous donner un exemple d'univers parallèle. Dans le monde du minuscule, le monde qu'on appelle quantique, les choses peuvent avoir lieu. Lorsque un choix doit être fait pour nous dans notre vie de tous les jours, il est fait. Dans le monde quantique, c'est pas le cas. Si une particule, par exemple, a le choix entre deux chemins à prendre, eh ben elle prend les deux. Elle choisit pas, elle prend les deux. Entre trois chemins à prendre, elle prend les trois. Ça, c'est une des règles de base du monde quantique. Dès qu'il y a choix, eh ben, toutes les possibilités, tous les possibles ont lieu simultanément dans notre univers à nous. La mécanique quantique l'explique très bien. Mais il y a une chose que la mécanique quantique n'explique pas. C'est que dès que vous allez regarder cette particule, dès que vous allez essayer de voir par où elle est passée, eh ben, elle ne sera plus passée partout à la fois. Elle ne sera plus passée que par un seul endroit. C'est comme si tous les possibles disparaissaient pour n'en laisser qu'un. Mais la mécanique quantique refuse cette idée. Lorsque quelque chose est là, il peut se Mais transformer. alors Oui, là, on est dans quelque chose qui est purement mathématique. La particule prend tous les chemins possibles, et puis bon, quand on décide d'en regarder une, finalement, elle ne prend qu'un seul chemin. On peut le voir, ça. alors non seulement on peut le voir, mais on a un collègue français, monsieur professeur Haroche, avec son collègue, le professeur Wineland aux États-Unis, qui ont eu le prix Nobel 2012 en physique pour l'avoir prouvé expérimentalement, justement. Ce n'est pas que des maths, c'est un fait expérimental. Les objets, les particules ont plusieurs comportements, même contradictoires, simultanément dans le petit. Et lorsqu'on le regarde, ils disparaissent tous sauf un. Mais ils vont où, ceux qui ont disparu? Ils sont partis où? C'est là qu'est arrivée Et l'idée c'est des pas moi mondes qui vous parallèles. répondrai. Alors, autre chose qui paraît stupéfiante, il pourrait y avoir des dimensions supplémentaires dans l'univers. De la même manière, les dimensions supplémentaires arrivent pour essayer de répondre à des problèmes théoriques, des problèmes quasi mathématiques. Et ensuite, on va vérifier si c'est correct expérimentalement. Pour les dimensions supplémentaires, on n'y est pas encore, hein. On n'a pas encore réussi à voir ça expérimentalement. Mais une des idées de base, un des buts de la physique d'aujourd'hui, de la recherche, c'est d'essayer d'unifier le très grand, tout ce qui est gravitation, tout ce qui est notre univers en entier, et le très petit, justement, ces aspects quantiques dont je vous parlais tout à l'heure. Ces deux théories marchent très bien dans leur coin, ensemble, pas du tout. Elles refusent de se parler. Pour réussir à les unifier, pour créer une théorie du tout, d'une certaine manière, une théorie du tout, exactement, eh bien, il faudrait qu'elles se parlent. La théorie des cordes est une théorie qui essaie de faire se parler ces deux théories. C'est une candidate à l'unification et elle a besoin, pour faire sens, de dimensions supplémentaires. Alors, on parle de la théorie des cordes. Disons, ce sont quand même les experts ou les gens qui lisent beaucoup de revues scientifiques ou des livres comme les. Enfin, j'allais pas dire comme le vôtre, parce que votre livre justement est très accessible, mais des livres plus pointus. La théorie des cordes, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y aurait que nous serions faits ou que la lumière qu'il y a là entre vous et moi, ça serait que des cordes, et que vous-même, vous ne seriez que des cordes, et moi que des cordes, et que l'espace qui nous sépare ne serait qu'un espace de cordes. D'une certaine manière, oui, mais pas que des cordes, des vibrations de ces cordes aussi. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Ben, on les voit, vous voyez bien la lumière. Ah oui, c'est Donc vrai. on voit ces Ah, c'est vrai. vibrations-là. Si jamais la théorie des cordes est correcte, en tout cas, d'une certaine manière, elle prédit ce qu'on voit nous. Donc ça ne change rien à notre quotidien. C'est juste un mystère qui serait élucidé là où on ne sait rien dans le très petit. Je vous donne un petit exemple par rapport à ça. Expérimentalement, une fois de plus, on n'a pas réussi à atteindre l'infiniment petit. On a atteint une certaine taille qui est la taille maximale que nos outils d'aujourd'hui réussissent à atteindre. Cette taille-là, c'est à l'intérieur de ça que les mystères d'aujourd'hui se trouvent. Et le CERN, en juin dernier, vient de diminuer cette taille par 2. Du coup, il est très possible qu'ils vont découvrir déjà
des nouveaux aspects de notre réalité dans les mois qui viennent. Oui, en vous lisant, on a le sentiment que, ça marche très vite, enfin et ça progresse très vite, enfin que en tout cas, bon, le grand nombre de chercheurs qui sont sur l'ensemble de ces sujets aujourd'hui, de par le monde, permettent, peut-être de faire, d'avancer plus rapidement qu'au cours des 2000 ou 3000 ans, qui nous ont précédés, non? On peut avoir ce sentiment-là. En tout cas, technologiquement, on atteint des degrés qui n'ont jamais été atteints de par le passé. Les mystères que nous découvrons aujourd'hui sont incroyablement plus grands qu'ils ne l'étaient par le passé. Après, est-ce qu'on découvre les choses plus vite aujourd'hui qu'on ne l'a jamais fait, que l'ont jamais fait nos ancêtres? C'est un petit peu plus. Il faudrait peut-être demander aux historiens des sciences par rapport à ça, mais je vois pas nécessairement une différence d'intelligence Les entre nos ordinateurs ancêtres et n'aident nous. pas, Alors si, les parce que les ordinateurs, ordinateurs, évidemment, c'est aident des à maths quand même, non? oui, ils aident à faire des simulations, à vérifier, à visualiser même parfois ce que nos équations prédisent. Mais les vrais, pour l'instant du moins, les vraies, avancées théoriques n'ont jamais été faites que par le cerveau d'un humain. Alors, vous me parlez je crois que pas uniquement à moi, mais, il me semble que vous nous parlez de choses qui sont, je dirais à la limite concevables, mais pas visualisables. On a un cerveau qui est adapté un petit peu à notre échelle, à nous. Notre intuition, notre sens commun, il est adapté aux sens qui sont nos fenêtres sur le monde, d'une certaine manière. Le monde est beaucoup plus vaste que ce que nos sens perçoivent. Pour aller voir au-delà des sens, c'est l'imaginaire qui prend le dessus. Est-ce qu'on est capable de tout visualiser là-dedans? Absolument pas. Est-ce qu'on est capable de visualiser 3 dimensions dans nos têtes? Oui. Ça, c'est l'espace, c'est notre univers. 4, beaucoup plus compliqué. 5, on oublie tout de suite, c'est impossible. Mais on a les mathématiques qui sont là et qui nous permettent, grâce à un langage parfois fait de symboles, mais vraiment un langage, de visualiser des choses ou en tout cas de discuter et de réfléchir à des choses qui ne sont pas visualisables. Je vous donne l'exemple du signe infini. Tout le monde connaît le petit signe infini. Est-ce que vous êtes capable de visualiser l'infini dans votre tête? C'est compliqué, personne ne peut faire ça. Grâce à ce petit signe infini, ce petit 8 couché, on peut le voir d'une certaine manière C'est et se enfin l'approprier. bon, je vais dire, une ânerie. Heu, mais c'est pas de la poudre aux yeux parce que finalement, voilà bien quelque chose, voilà bien un langage, d'une certaine façon ésotérique, qui évoque des choses, qui ne sont pas visibles. Par exemple, vous parliez du signe infini, mais jamais personne ne peut voir, n'a pu voir l'infini. Et c'est exact, mais justement, c'est pas un langage qui est ésotérique celui-là, parce que c'est un langage dont la logique interne doit faire ses preuves systématiquement par rapport à cette logique interne, voire parfois à une logique externe, et lorsqu'on parle de physique, à l'expérience. Si aucune expérience n'est capable, d'une manière ou d'une autre, de dire ceci est vrai ou faux, alors c'est pas de la science, c'est Donc pas un le bon jour je verrai langage. l'infini, c'est ça? Je vous le souhaite en tout cas. Et dites-moi, je voudrais savoir, quelque chose quand on est, sur l'ensemble de ces sujets, quand on voit aujourd'hui, notre histoire, parce que finalement on est dans une histoire, qui est une histoire, peut-être, très toute petite, un Big Bang, un univers, est-ce qu'on se prend à rêver à d'autres univers, d'autres histoires? Peut-être. En Peut-être? tout cas, pour moi, la première source d'émerveillement là-dedans, c'est déjà la beauté, la grandeur de notre univers et notre capacité à l'appréhender. Peut-être pas forcément toujours de le visualiser, mais de l'appréhender. Nous, on est vraiment un grain de poussière, minuscule comparé à l'espace tout entier. D'un autre côté, on est énorme par rapport aux particules dont nous sommes faits. On est en train on flotte d'une certaine manière entre un gigantesque et un minuscule. On flotte là-dedans et on a quand même réussi à y aller, à aller au-delà de nos sens, à découvrir ce que nos yeux ne voient pas, à voir ce que nos yeux ne voient pas. On a réussi on a réussi quelque chose que nous seuls, humains, pour l'instant en tout cas, ayons réussi à faire sur cette planète. Aller plus loin que nos sens, Que de découvrir. mystère quand même, hein? Encore. Ah oui, oui, mais c'est encore plus extraordinaire lorsque vous voyagez dans notre univers, que ce soit dans votre tête
quel que soit le langage que vous utilisez, et vous tombez sur quelque chose de mystérieux, qui vous fait remettre en cause votre langage, qui vous fait travailler sur la construction d'un nouveau langage derrière pour essayer d'aller plus loin, d'aller dans ces mystères. C'est Hawking qui a dit, et plusieurs autres aussi, que découvrir quelque chose que personne n'a jamais découvert avant, c'est un petit peu comme le sexe, sauf que ça dure plus longtemps. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans la compréhension de notre univers. Est-ce que je peux emporter l'univers à portée de main sur une plage? On est là maintenant en été, voilà, les vacances arrivent. Est-ce que c'est un livre que je pourrais lire, tranquillement, bah, je sais pas, au bord d'une piscine, d'une rivière, à la campagne, n'importe où? Est-ce que oh là, je risque pas d'être pris dans un dans un monde et dans un dans un je sais pas, enfin, dans une prose qui véritablement ne me parlera pas. Je sais que vous n'avez pas essayé de faire ça, au contraire, mais Ben, est-ce que c'est facile? Je vais vous rappeler comment le livre commence, parce que c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. C'est justement pour qu'on puisse être sur la plage. Vous commencez sur la plage, vous êtes allongé, vous regardez les étoiles, c'est le début du livre, et votre esprit tout d'un coup s'évade, sort de votre corps et va voyager dans l'univers. Ça devient un voyage, une sorte de quête cosmique, un peu avec quelques outils du thriller de temps en temps, pour essayer d'aller à la découverte des mystères de notre monde d'aujourd'hui. Merci, Christophe Galfard. Alors voilà, un livre pour l'été, L'univers à portée de main, publié aux éditions, Flammarion et avec, j'imagine, de nombreux autres tomes à venir, vu votre jeunesse, puisque, l'histoire est en marche, enfin l'histoire des sciences et donc l'histoire des découvertes, n'est pas près de s'arrêter. On l'espère pas en tout cas, ce serait bien triste. Merci beaucoup, Christophe. Merci.